Je l'ai vu descendre du taxi, devant la cantine. La canne à la main, une gauloise aux lèvres. Et sous le regard goguenard des Trophions, elle m'ouvrit ses bras d'un geste théâtral, attendant que son fils s'y jetât, selon la meilleure tradition. J'allais vers elle avec désinvolture, roulant un peu les épaules, la casquette sur l'œil, les mains dans les poches de cette veste de cuir qui avait tant fait pour le recrutement de jeunes gens dans l'aviation. Irrité et embarrassé par cette irruption inadmissible d'une mère dans l'univers viril où je jouissais d'une réputation péniblement acquise de dur, de vrai et de tatoué. Je l'embrassai avec toute la froideur amusée dont j'étais capable, et tentai en vain de la manœuvrer habilement derrière le taxi afin de la dérober au regard. Mais elle fit simplement un pas en arrière pour mieux m'admirer et, le visage radieux, les yeux émerveillés, une main sur le cœur, aspirant bruyamment l'air par le nez, ce qui était toujours chez elle un signe d'intense satisfaction, elle s'exclama d'une voix que tout le monde entendit, avec un fort accent russe. « Guinmer, tu seras un second Guinmer, tu verras, ta mère a toujours raison. » Je sentis le sang me brûler la figure, j'entendis les rires derrière mon dos, et déjà avec un geste menaçant de la canne vers la soldatesse qui l'a étalée devant le café, elle proclamait, sur le mode inspiré, « Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, ambassadeur de France, tous ces voyous ne savent pas qui tu es. » Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée. Ses lèvres se mirent à trembler, et j'entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. « Alors, tu as honte de ta vieille mère ?» D'un seul coup, tous les oripeaux de fausse virilité, de vanité, de dureté, dont je m'étais si laborieusement paré, tombèrent à mes pieds. J'entourai ses épaules de mon bras, cependant que de ma main libre j'esquissais à l'intention de mes camarades ce geste expressif, le médius soutenu par le pouce et animé d'un mouvement vertical de va-et-vient dont le sens, je le sus par la suite, était connu des soldats du monde entier, avec cette différence qu'en Angleterre, 2 doigts étaient requis là où un seul suffisait dans les pays latins. C'est une question de tempérament. Je n'entendais plus les rires, je ne voyais plus les regards moqueurs, j'entourais ses épaules de mon bras et je pensais à toutes les batailles que j'allais livrer pour elle, à la promesse que je m'étais faite, à l'aube de ma vie, de lui rendre justice, de donner un sens à son sacrifice, et de revenir un jour à la maison, après avoir disputé victorieusement la possession du monde à ceux dont j'avais si bien appris à connaître, dès mes premiers pas, la puissance et la cruauté. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, alors que tout est dit, et que je demeure étendu sur mon rocher de Bixour, au bord de l'océan, et que seuls les phoques font entendre leurs cris dans la grande solitude marine, où les baleines passent parfois avec leurs jets d'eau minuscules et dérisoires dans l'immensité, encore aujourd'hui, alors que tout semble vide, je n'ai qu'à lever les yeux pour voir la cohorte ennemie qui se penche sur moi, à la recherche de quelques signes de défaite ou de soumission. J'étais un enfant lorsque ma mère pour la première fois m'apprit leur existence. Avant Blanche-Neige, avant le Chaboté, avant les 7 nains et la fée Carabosse. Ils vinrent se ranger autour de moi et ne me quittèrent plus jamais. Ma mère me les désignait un à un et murmurait leurs noms en me serrant contre elle. Je ne comprenais pas encore, mais déjà, je pressentais qu'un jour, pour elle, j'allais les défier. À chaque année qui passait, je distinguais un peu mieux leur visage. À chaque coup qu'ils nous portaient, je sentais grandir en moi ma vocation d'insoumis. Aujourd'hui, ayant vécu au bout de ma course, je les vois encore clairement, dans le crépuscule de Bixour, et j'entends leur voix, malgré le grondement de l'océan. Leurs noms viennent tout seuls à mes lèvres, et mes yeux d'homme vieillissant retrouvent pour les affronter. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.